Bonjour, cette présentation est destinée aux étudiants de sémiologie 3e année médecine. Elle porte sur l'exploration biochimique du métabolisme glucidique. Première partie. Les glucides alimentaires sont dégradés en disaccharides puis en monosaccharides qui franchissent la barrière intestinale arrivant au sang, induisant ainsi la stimulation de la sécrétion de l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante et l'inhibition de la sécrétion des hormones de contre-régulation. Ceci va induire l'inhibition de la production hépatique du glucose et stimule le captage du glucose par le muscle et les tissus adipeux pour maintenir une glycémie normale. À l'état physiologique, tout le glucose est réabsorbé, donc pas d'élimination rénale du glucose. En cas de jeûne, le glucose va être synthétisé à partir de substrats non glucidiques, ce qu'on appelle la néoglucogenèse, ou bien la dégradation de glucogène hépatique, ce qu'on appelle la glycogénolyse. Ceci est induit par la stimulation de la sécrétion des hormones de contre-régulation et l'inhibition de la sécrétion de l'insuline. Le glucose circule dans le sang sous trois formes, soit libre, soit lié à l'hémoglobine contenue dans le globule rouge, soit lié aux autres protéines dont la principale est l'albumine. Les explorations du métabolisme glucidique sont demandées pour infirmer ou confirmer le diagnostic de la pathologie en cas de symptômes et signes évocateurs, pour dépister la présence de pathologie chez des patients apparemment sains en cas de présence de facteurs de risque ou bien dans le cadre de suivi de la pathologie. Les explorations du métabolisme glucidique sont innombrables. Celles qui sont d'usage courant sont la glycémie veineuse à jeun, l'hémoglobine glyquée ou l'HbA1c, la fructosamine, la glucosurie et l'acétonine. La glycémie s'apprécie sur du sang veineux ou capillaire prélevé au bout du doigt. Le prélèvement doit être fait après 8 heures de jeûne. Il est souhaitable qu'il soit sur tube à fluorure ou iodoacétate pour éviter que le globule rouge consomme le glucose, ou bien le plasma soit séparé dans la demi-heure qui suit le prélèvement. Seule la glycémie veineuse est utilisée pour le diagnostic du diabète. Quant à la glycémie capillaire, elle est utilisée pour l'autosurveillance glycémique pour évaluer le contrôle et l'équilibre glycémique chez le patient sous insuline ou bien en cas de diabète gestational. Le deuxième paramètre utilisé pour l'exploration du métabolisme glucidique est l'hémoglobine glyquée. La liaison du glucose à l'hémoglobine est irréversible et continue tout au long de la durée de vie du globule rouge. Le jeûne n'est pas nécessaire pour le prélèvement et c'est le reflet de l'équilibre glycémique des 3 mois, surtout les 4 à 8 semaines. Il existe une corrélation entre le taux d'hémoglobine glyquée et la glycémie moyenne. Plus la glycémie s'élève, plus l'hémoglobine glyquée s'élève. Mais aussi une corrélation avec la baisse de l'hémoglobine glyquée et la diminution de survenue de complications liées au diabète. L'hémoglobine glyquée est utilisée comme moyen de diagnostic mais aussi de surveillance du diabète sucré. C'est un marqueur rétrospectif qui reflète l'équilibre glycémique des 6 à 8 semaines précédant la mesure. Il existe un parallélisme entre le pourcentage de l'HbA1c et la survenue de microangiopathies. Attention aux pièges diagnostiques de l'hémoglobine glyquée sont des situations particulières pour lesquelles le résultat sera difficilement interprétable. Toutes les situations qui modifient la durée de vie, donc le glucose se lie à l'hémoglobine, mais aussi les interférences avec les techniques de dosage. Donc dans ces cas, on peut avoir une hémoglobine glyquée faussement élevée, ça veut dire que réellement elle n'est pas élevée, ou bien faussement basse, réellement elle n'est pas basse. Donc pour interpréter l'hémoglobine glyquée, il faut prendre en compte l'existence ou non d'anémie, d'hypertriglycéridémie, d'insuffisance rénale, de déficit en fer ou vitamine B12 ou de traitement par fer ou vitamine B12, transfusion sanguine, la splénie et l'alcoolisme. Ce tableau résume les situations de fausse élévation de l'hémoglobine glyquée et les situations de fausse diminution de l'hémoglobine glyquée. Ce tableau résume les situations de fausse élévation de l'hémoglobine glyquée
et les situations de fausse diminution de l'hémoglobine glyquée. La fructosamine peut être une alternative à l'hémoglobine glyquée mais ne peut le remplacer. C'est l'ensemble des protéines glyquées. Sa nomination est inappropriée. Elle n'a aucune relation avec le fructose. C'est un marqueur à court terme essentiellement lié à la vie de l'albumine, soit 15 à 20 jours. Toute anomalie de protéines peut faussement altérer l'interprétation de la fructosamine. La recherche du glucose dans les urines se fait à l'aide de bandelettes réactives. La coloration passe du jaune au vert. Physiologiquement, aucune glucosurie ne doit être décelée. Le seuil d'élimination rénale du glucose est de 1,28. Il faut se méfier du cas de diminution du seuil rénal, donc la présence du glucosuré avec une glycémie normale, ce qu'on appelle diabète rénal. Une glucosurie positive peut être détectée en cas d'interférence médicamenteuse et le diagnostic du diabète ne peut se faire sur la positivité de la glucosurie. Un autre moyen d'exploration du métabolisme glucidique est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Il convient que le patient suit un régime normoglycidique 3 jours précédant l'examen. Le prélèvement se fait sur tube antiglucolytique après ingestion agent et après ingestion de 75 g de glucose dissous dans 250 ml d'eau, puis 2 heures après. L'hyperglycémie provoquée par voie orale peut induire comme effet secondaire des nausées et des vomissements et elle peut être difficilement interprétable en cas d'association de facteurs gastro-intestinaux tels qu'une malabsorption. On a terminé avec les moyens d'exploration du métabolisme glucidique. On passe à la partie clinique. Quand faut-il demander un bilan pour explorer le métabolisme glucidique et quels sont les résultats? Commençons d'abord par la recherche des facteurs de risque de l'insulinorésistance, tels que le mode de vie, la vie sociale, la sédentarité, mais aussi les éléments et les facteurs définissant le syndrome métabolique. Plusieurs définitions existent pour le syndrome métabolique. La plus facile à l'application clinique est celle qui consiste en l'existence d'au moins 3 des critères suivants. Une obésité viscérale par un tour de taille supérieur ou égal à 102 cm chez l'homme ou supérieur ou égal à 88 cm chez la femme. Une hypertension artérielle, la systolique dépassant 130 mm de mercure et ou la diastolique dépassant 85 mm de mercure. Une hyperglycémie agent dépassant le 1,10 g par litre, une hypertriglycéridémie dépassant le 1,50 g par litre et une hypo-HDLémie inférieure à 0,40 chez l'homme, inférieure à 0,50 chez la femme. Cette définition regroupe des marqueurs cliniques et des marqueurs biochimiques, dont 3 des 5 items posent le diagnostic du syndrome métabolique. Ensemble, ces marqueurs augmentent le risque individuel du développement du diabète, de maladies cardiovasculaires, de stéatohépatite et l'évaluation du syndrome métabolique passe par l'évaluation des éléments le définissant, commence par une mesure de la pression artérielle, une mesure du tour de taille en suivant la ligne axillaire au point situé à mi-distance entre la partie inférieure de la dernière côte palpable et la crête iliaque en utilisant un ruban. Le tour de taille estime l'adiposité viscérale qui est associée à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et de pathologies métaboliques, alors que le MC est l'outil pratique de diagnostic de l'obésité et de l'évaluation de sa sévérité. Il se calcule par le rapport du poids sur la taille au carré en mètres au carré. Il faut aussi rechercher les signes cliniques d'insulinorésistance. Voici l'image d'acanthosis nigricans qui est une hyperpigmentation veloutée des plis, de la nuque et des aisselles. Il faut aussi rechercher des signes de dyslipidémie tels que le xanthelasma, l'arc cornéen et d'exanthome. Le mot diabète dérive du mot grec qui signifie passer à travers et du mot latin qui signifie siphon. C'est par rapport à la forte polyurie caractérisée. Donc les boissons passées à travers le corps sont retenues comme à travers un tube. Le mot diabète dérive du mot grec qui signifie passer à travers et du mot latin qui signifie siphon. C'est par rapport à la forte polyurie caractérisée.
Donc les boissons passées à travers le corps sont retenues comme à travers un tube. Le diagnostic du diabète se fait soit fortuitement suite à un examen demandé pour autre raison, et malheureusement c'est le tiers des cas, soit dans le cadre de dépistage chez des patients qui présentent des facteurs de risque du développement du diabète, soit en présence de signes fonctionnels qui sont le syndrome, surtout le syndrome cardinal. C'est l'association de syndrome polyuro-polydipsique avec une polyphagie et un amaigrissement, ou bien lors d'une complication chronique telle que ou aiguë, telles que des infections récidivantes, une plaie du pied chronique, un IDM ou un AVC ou autre. Quels sont les moyens diagnostiques du diabète? D'abord, c'est la glycémie veineuse à jeun, l'hémoglobine glyquée et l'hyperglycémie provoquée par voie orale. La glycémie capillaire et la chimie des urines ne sont pas des moyens diagnostiques, mais des moyens de surveillance de traitement. Quels sont les seuils définissant le diabète? Pour la glycémie veineuse à jeun, c'est une glycémie supérieure ou égale à 1,26. Pour l'HbA1c, une HbA1c supérieure ou égale à 6,5. Et pour l'hyperglycémie provoquée par voie orale 2 heures après, dépassant ou égale les 2 grammes. Les seuils de la normalité est une glycémie à jeun inférieure à 1 gramme, une HbA1c inférieure à 5,7 et une glycémie 2 heures après HGPO inférieure à 1,4 g. Entre les seuils normaux et les seuils du diabète, c'est ce qu'on appelle le prédiabète. Pour la glycémie à jeun, on appelle hyperglycémie modérée à jeun. Pour l'HGPO, on l'appelle intolérance au glucose. Il est à noter que le seuil de 1,26 g de glycémie à jeun a été choisi par rapport à 3 grandes études épidémiologiques. Au-dessus de ce seuil, c'est l'apparition de rétinopathie diabétique. Pour le prédiabète, il est associé à un risque accru de passage au diabète et au développement de pathologies cardiovasculaires, d'où la nécessité d'intervention et de mesures hygiéno-diététiques. Comment utiliser ces moyens et ces seuils pour faire le diagnostic du diabète? D'abord, en cas d'hyperglycémie symptomatique, ça veut dire la présence de syndrome cardinal, syndrome polyuro-polydipsique avec amaigrissement, polyphagie, ou bien en présence d'une cétose diabétique, un seul test est suffisant pour le diagnostic du diabète. C'est une glycémie à n'importe quel moment de la journée dépasse ou égale les 2 grammes par litre. Si le sujet est asymptomatique, il faut 2 tests pour diagnostiquer le diabète. Soit le même test dans 2 jours différents et de préférence dans 2 labos différents, donc 2 glycémies à jeun, 2 HbA1c ou bien 2 HGPO, ou bien le même test 2 fois, dépassant le seuil du diabète. L'indication de l'hyperglycémie par voie orale, c'est en cas d'incertitude diagnostique ou bien dans le cadre du diagnostic du diabète gestationnel. Attention au diagnostic différentiel. Devant un syndrome polyuro-polydipsique, si on élimine le diabète, il faut rechercher le diabète insipide. Et biologiquement, devant les interférences et les pièges de l'hémoglobine glyquée. Les faux négatifs, et donc on est faussement rassuré, ou bien les faux positifs, et on est faussement alarmé et source donc d'anxiété pour le patient. À noter que durant la grossesse, l'hyperglycémie est soit secondaire à un diabète gestationnel quand elle est entre 0,92 et 1,26 g par litre, ou c'est un diabète de grossesse quand elle est supérieure ou égale à 1,26, à n'importe quel que soit le terme. Une HGPO est pratiquée entre 24 et 28e semaine et un seul critère définissant le diabète gestationnel, c'est la glycémie à jeun dépasse 0,92 mg par litre, ou bien 1 heure après dépasse 1,80 g par litre, ou 2 heures après dépasse 1,53 g par litre. Au cours de la grossesse, le test peut se faire en une étape, ingestion de 60 g de glucose, ou en 2 étapes avec HGPO de dépistage fait avec 50 g de glucose dit test d'Osselvion.
Le jeûne n'est pas nécessaire dans ce cas-là, suivi en cas de positivité par une deuxième HGPU de 75 g ou de 100 g de glucose. Au cours de la grossesse, le test peut se faire en une étape, ingestion de 60 g de glucose, ou en deux étapes avec HGPU de dépistage faite avec 50 g de glucose dit test de Sylvian. Le jeûne n'est pas nécessaire dans ce cas-là, suivi en cas de positivité par une deuxième HGPU de 75 g ou de 100 g de glucose. Voici un tableau comparatif entre les deux principaux types de diabète, le diabète type 1 et le diabète type 2. Le diabète type 1 survient souvent chez le sujet jeune. Les manifestations sont aiguës avec un syndrome cardinal et une cétose diabétique et les deux causes auto-immunes. Il nécessite d'emblée l'insulinothérapie et les complications sont absentes au moment du diagnostic, alors que le diabète de type 2 survient souvent chez l'adulte, mais aussi peut survenir chez l'enfant. Il est souvent silencieux et passe par une longue phase asymptomatique, d'où l'intérêt de dépistage chez les patients avec facteurs de risque. Cliniquement, il faut rechercher les marqueurs d'insulinorésistance et le traitement par insuline peut être nécessaire après plusieurs années d'évolution. En effet, la physiopathologie du diabète type 2 n'est pas aussi simple que ça. En 2008 a été proposé 8 facteurs contribuant à la physiopathologie du diabète type 2, l'hominus octet, qui sont la diminution de la sécrétion de l'insuline par le pancréas, mais aussi l'hyperproduction du glucagon, la diminution de l'effet incrétine, l'augmentation de la lipolyse et de l'excrétion rénale du glucose, l'insulinorésistance hépatique et musculaire et dysfonction des neurotransmetteurs. Le diabète de type 1 est une destruction irréversible et sélective des cellules bêta du pancréas par des phénomènes auto-humains, le développement d'anticorps contre les composants de la cellule bêta, sous l'effet de certains facteurs environnementaux, des virus, des toxiques ou stress, agissant sur un terrain génétiquement prédisposé. Le diabète de type 1 est une destruction irréversible et sélective des cellules bêta du pancréas par des phénomènes auto-humains, le développement d'anticorps contre les composants de la cellule bêta, sous l'effet de certains facteurs environnementaux, des virus, des toxiques ou stress, agissant sur un terrain génétiquement prédisposé.